Je me présente, je m'appelle Anne Leleu. Anne Leleu Été, je suis avocate en droit du travail. Je suis associée au sein du cabinet Axel Avocat. Nous sommes une équipe qui conseille les entreprises françaises et étrangères sur tout sujet lié à la gestion de leur personnel, les aspects individuels et collectifs, tout secteur d'activité confondu. Nous sommes un cabinet de niche. Nous avons une forte compétence en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Je vais peut-être laisser la parole pour présenter Supermood, éventuellement. Oui. Oui, Oui, merci Anne. Donc bonjour, moi je m'appelle Pierre Taman Lecac, je suis Brain Content Manager chez Supermood. Donc Naila a eu un petit souci en connectique, du coup le temps qu'elle se joigne à nous, je vais juste vous revenir un peu sur la présentation de Supermood. Donc Supermood, c'est une plateforme d'écoute analytique donc pour collecter en temps réel les besoins prioritaires et les ressentis de vos collaborateurs pour savoir comment ils travaillent ensemble, comment ils s'épanouissent, comment ils évoluent au sein de vos organisations. Et aujourd'hui, on a près de plus de 150 entreprises clientes, de la PME jusqu'au CAC 40. Et voilà, vous pouvez voir un peu les entreprises qu'on accompagne au quotidien sur les questions d'engagement des collaborateurs. Et du coup, je propose à ce que Anne, en fait, tu commences ta partie et Naila nous rejoindra progressivement. oui, aucun souci, merci. Alors, aujourd'hui, on fait un point sur l'activité partielle, comment ça marche, qu'est-ce que l'activité partielle et qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petits trucs et astuces pour bien réaliser votre demande. On a eu ces 15 derniers jours, évidemment, des questions sur ce dispositif qui a été fortement médiatisé, qui en réalité n'était pas bien encadré dans les textes précédents. Il n'était pas adapté en réalité à une crise de cette ampleur. Ce dispositif a été un petit peu remanié. Il reste globalement sur le même socle de texte, mais il a été assoupli sur certains points de manière temporaire pour permettre de gérer la crise du coronavirus. Nous avons donc une série de textes applicables qui restent dans le Code du travail, donc des textes légaux et des textes réglementaires. Et dans les textes fondamentaux qui sont importants pour vous de connaître, une circulaire de 2013 avec des fiches techniques de 2015 qui expliquent bien la philosophie du dispositif ainsi que vraiment concrètement comment on fait pour calculer les heures, et on y reviendra, les heures indemnisables, le calcul de la rémunération à prendre en compte, etc. On a également énormément de notes qui ont été diffusée par le gouvernement entre le 17 et le 25 mars 2020, la dernière datant d'hier soir. Un décret du 25 mars qui a été publié au JO ce matin, donc journal officiel, le 26 mars. Donc vraiment, on a des actualités toutes fraîches à vous donner sur ce sujet. Et on attend une ordonnance ou une circulaire. Pour l'instant, on n'a pas de précision sur la nature du texte qui devrait arriver normalement demain. Donc, on aura quelques questions encore en suspens à évoquer dans le cadre de cette présentation. Alors, premier point de rappel, je ne vais pas forcément m'appesantir dessus, mais c'est vrai que nos clients souvent nous posent pas mal de questions sur finalement, le dispositif d'activité partielle, c'est quoi? Eh bien, c'est un dispositif en réalité qui peut se construire de deux manières. La première manière, c'est la réduction d'horaire, ou la deuxième manière, c'est la fermeture totale de l'établissement. Quand on parle de réduction d'horaire, on parle d'une réduction temporaire de l'horaire de travail qui est habituellement pratiquée dans l'établissement ou l'entreprise, dès lors que cet horaire se trouve en deçà de la durée légale du travail, c'est-à-dire quand on passe la durée du travail à moins de 35 heures. La fermeture totale de l'établissement va concerner une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement, et celle-ci induit une suspension totale du contrat de travail. Vos services sont à l'arrêt total. Par exemple, on parle des commerces qui ont été fermés par l'arrêté préfectoral. On parle par exemple d'une entreprise de BTP qui n'aurait plus de matériaux et donc qui ne peut plus faire travailler ses salariés.
où dans nos clients, nous avons eu le cas d'une entreprise d'événementiel qui, de facto, n'a plus du tout d'activité depuis le début de la crise du coronavirus. Voilà, donc vous avez les deux cas qui peuvent exister et tous ces deux cas sont regroupés dans ce dispositif d'activité partielle. À noter quand même un socle global peuvent être concernés dans le cadre de ces réductions d'horaires ou de cette fermeture totale d'établissement, l'entreprise ou le périmètre d'un établissement ou sur un périmètre partie d'établissement, une unité de production ou un atelier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, dans le cadre de cette activité partielle, d'avoir une réduction temporaire sur l'intégralité de l'entreprise ou une fermeture totale de l'entreprise au global. J'y passerai de manière assez rapide. Évidemment, vous l'avez compris, le Covid-19 est un motif de recours à l'activité partielle. C'est relativement simple et ça a été bien médiatisé. Vous reverrez là, dans cette slide, les différents types de situations qui peuvent vous amener à faire une demande de recours à l'activité partielle dans le cadre de cette épidémie de coronavirus. Alors, l'objectif et les effets de cette mise en place du dispositif, eh bien, deux parties, deux types d'objectifs et d'effets. Pour l'employeur, le fond, le but de la mise en place du dispositif, ça va être d'adapter la durée du travail au niveau d'activité de l'entreprise. La philosophie, en creux, c'est vraiment de limiter les licenciements économiques. C'est de permettre à l'État de prendre en charge, pour partie à tout le moins, les heures non travaillées par les collaborateurs, tout en maintenant, nous allons le voir, la rémunération. Donc, on allège la charge de l'entreprise pour lui permettre de repartir et de faire face à une période très compliquée économiquement et financièrement. Au maximum, la prise en charge de l'État va concerner 35 heures hebdomadaires par salarié et ne peut pas aller au-delà de 1000 heures par an et par salarié. La durée de cette demande et de cette période d'activité partielle va être de 12 mois maximum. Au préalable, vous l'aviez peut-être vu, nous parlions de 6 mois maximum et le décret au JO de ce matin nous a permis d'étendre cette durée à 12 mois. Pour le salarié, nous avons donc une suspension du contrat de travail pendant les heures chômées et aucune perte dans les droits à congés, les droits à jours de repos supplémentaires. Alors attention, quand on parle de jours de repos supplémentaires, il ne faut pas oublier que ce régime est tout à fait différent des JRTT. On a tendance à l'assimiler et nos clients s'y perdent un petit peu parfois. Le régime d'acquisition de JRTT, dans le cadre d'heures supplémentaires qui auraient précédemment été effectuées et qui donnaient lieu à un repos, ne permet plus d'acquérir des jours, voilà, dans le cadre du dispositif d'activité partielle. Et le salarié, dans le cadre de cette activité partielle, va pouvoir bénéficier d'un maintien pour partie de sa rémunération via ce qu'on appelle une indemnité d'activité partielle. Alors, qui est concerné par le dispositif d'activité partielle? Donc, les entreprises, pas de difficulté là-dessus. Toutes les entreprises dont l'activité est réduite du fait du coronavirus vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. On reviendra après sur les démarches à réaliser et les conditions des demandes. En revanche, pour les salariés, il faut se poser quelques petites questions. Donc, on part du principe que tout salarié qui possède un contrat de travail et sans condition d'ancienneté peut être éligible à l'activité partielle. On va donc prendre en compte les apprentis, les contrats professionnalisation, les salariés, qu'ils soient à temps plein, à temps partiel, les CDD, les CDI. On ne va pas prendre en compte, évidemment, les stagiaires qui, par définition, ne sont pas des salariés. Étaient auparavant exclus du bénéfice de l'activité partielle les intérimaires, sauf si l'établissement dans lequel ils étaient détachés était lui-même placé en activité partielle. Petite précision là-dessus, normalement, une ordonnance ou l'ordonnance qui devrait arriver demain, normalement, pourrait venir modifier et élargir les dispositions relatives aux intérimaires.
Le point qui nous a souvent été remonté également, c'était de savoir si les salariés en forfait en heures ou en jours sur l'année auraient le droit de bénéficier de l'activité partielle par réduction d'horaire. Auparavant, dans le régime qui était existant avant la crise du coronavirus, les salariés en forfait, notamment en jour, puisque c'est souvent pour eux que la question se pose, avaient le droit de bénéficier d'une activité partielle dans le cadre d'une fermeture complète de l'entreprise ou de l'établissement, comme nous l'avons vu. Aujourd'hui, depuis le décret du 25 mars 2020, ils sont désormais autorisés à bénéficier de l'activité partielle également par réduction d'horaire. Ça va quand même soulager un certain nombre d'entreprises. Les questions qui nous ont également été remontées le plus souvent étaient de savoir si les gérants de société ou les mandataires sociaux avaient le droit de bénéficier de l'activité partielle. Donc, à cette question, il faut répondre non. Les gérants de société ou les mandataires sociaux qui n'auraient pas de contrat de travail ne bénéficient pas de ce régime. Très mauvaise idée que celle de créer un contrat de travail, je dirais, de manière inédite à partir de mars 2020 pour essayer d'en bénéficier. On serait dans le cas d'une fraude. Ça a pu être évoqué parfois par certains de mes clients qui avaient cette idée que j'ai pu entendre et qui donc n'est pas du tout recommandée. En revanche, alors sont jugés également incompatibles avec l'activité partielle les salariés faisant déjà l'objet d'un licenciement pour motif économique, les VRP multicartes et les salariés expatriés et détachés. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les employés à domicile, ceux-ci ne sont pas encore éligibles au dispositif d'activité partielle. Des précisions devraient intervenir selon ce qu'on a eu comme information le 30 mars au plus tôt, puisque vous le verrez sur le site de Page Emploi et du CESU, un dispositif qui se rapprochait de l'activité partielle devrait normalement être mis en place pour ces statuts un petit peu particuliers. Alors, des règles sont posées relatives à l'indemnisation des salariés. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'indemnisation de l'activité partielle repose sur un double mécanisme. D'une part, vous allez avoir une indemnité d'activité partielle qui va être versée par l'employeur aux salariés. Ensuite, l'employeur va demander le remboursement de cette indemnité d'activité partielle et donc il va demander l'aide de l'État et de l'UNEDIC dans le cadre d'une demande qui va se faire au mois le mois. En pratique, l'employeur va devoir mettre à jour ses bulletins de paie pour faire apparaître des mentions obligatoires. Ces mentions obligatoires vont permettre à la directe, une fois qu'elle aura elle aura donné son autorisation de mettre en place ce dispositif et que le dispositif sera en cours de réalisation, de faire son contrôle. Il est donc important de modifier les bulletins de paie de cette manière. Normalement, si vous avez un service de paie ou si vous faites appel à des experts comptables, ils savent faire. Tout ça, c'est bien vu quand même depuis quelques jours. Une ligne sur le bulletin de paie qui va concerner les heures travaillées, s'il y en a, puisque vous avez quand même le droit, on l'a vu, de faire travailler vos salariés pendant une période d'activité partielle. Une ligne pour les heures non travaillées et indemnisées au titre de l'activité partielle. La demande d'indemnisation qui doit être réalisée au mois le mois par l'employeur se fera via la plateforme sur laquelle nous allons y revenir. Vous allez faire votre demande. Le remboursement qui va être réalisé par l'État sera fait normalement dans un délai de 10 à 12 jours. Le site au préalable disait une dizaine de jours et puis là on a allongé un petit peu les délais. Vous allez voir que, bon, et vous l'avez certainement peut-être expérimenté vous-même, il y a quand même pas mal de retard sur la plateforme, donc 10 à 12 jours, mais ne vous inquiétez pas si dans les 15 jours vous n'avez pas encore votre remboursement. L'indemnité d'activité partielle, c'est une indemnité qui est une indemnité horaire qui va être versée par l'employeur à chaque échéance habituelle de paye. Donc là-dessus, on ne change pas les habitudes. Et elle correspond à 70% de la rémunération brute horaire du salarié ou
à 100% de la rémunération nette horaire si le salarié est en formation pendant les heures chômées. On ne parlera pas en réalité de cette deuxième possibilité qui concerne finalement peu de cas. Et il faut savoir qu'une convention obligatoire entre l'entreprise et la directe doit être signée pour pouvoir prétendre à cette prise en charge à 100%. Donc, ça répond quand même à des conditions un petit peu particulières. Et c'est vrai que, par expérience, les sociétés ont plutôt tendance à recourir à la première option, qui est l'option versement de 70% de la rémunération brute horaire hors formation. Ce taux horaire ne peut de toute façon, en tout état de cause, jamais être inférieur à 8,03 €, net, qui correspond au SMIC horaire net, ce qui fait que pour les salariés rémunérés au SMIC, l'indemnisation sera de 100%. Attention, ces dispositifs ne concernent pas les apprentis et les contrats de professionnalisation qui, eux, se verront indemnisés, logiquement, dans la limite de 100% de leur rémunération nette. Et deuxième point de vigilance sur ce point, il faut quand même aller vérifier vos dispositions conventionnelles applicables. Par exemple, la convention collective Syntec, celle de la platurgie, sauf erreur de ma part, on a également la métallurgie, ont des dispositions particulières concernant les dispositifs d'activité partielle et imposent un complément à verser par l'employeur. Quelques points de vigilance au regard de cette question de l'indemnisation des salariés. Vous avez tout d'abord une question à anticiper concernant l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle. On l'a vu, l'assiette de calcul est la rémunération antérieure brute, donc rémunération brute horaire de chaque salarié. Comment on la calcule? On va la calculer en prenant l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, qui est calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail. Vous allez donc devoir ramener le salaire horaire, la rémunération horaire, la rémunération brute sur 35 heures de chaque salarié. Alors, petit point, petite question en suspens, puisque nous attendons des précisions sur les modalités de calcul de cette assiette, notamment au regard des variables qui sont versées de manière irrégulière sur l'année, notamment concernant les commissions. Par expérience, nos clients ne savent pas toujours ce qu'il faut intégrer ces commissions ou non dans le cadre de cette assiette de calcul. Certains clients font des moyennes, d'autres clients prennent la dernière commission qui a été versée. On n'a pas vraiment de précision là-dessus. On espère que cela arrivera avec les ordonnances. Je vous invite sur ce point en particulier à aller voir la circulaire de 2013 ou éventuellement à nous contacter si vous souhaitez en connaître, avoir un petit peu plus de détails sur ce point, puisque les circulaires et les textes détaillent bien quelles sont les primes qui doivent être intégrées à cette assiette de calcul et celles qui ne doivent pas être intégrées. En matière de régime social, des sommes versées aux salariés, sachez que ces sommes sont exonérées de charges, donc on parle bien de l'indemnité d'activité partielle. On va appliquer la CSG-CRDS qui est applicable en matière de revenus de remplacement, c'est-à-dire 6,70% au total, avec un abattement d'assiette à 1,75%. Ça, c'est le cas général. En revanche, nous avons quelques questions en suspens parce que le prélèvement de CSG-CRDS ne doit pas amener l'employeur à réduire l'indemnité d'activité partielle à un montant inférieur au SMIC. On se pose quand même des questions parce qu'on n'a pas de précision sur l'écrêtement qui devra être réalisé si on n'a pas la possibilité de déduire la CSG-CRDS au moment du paiement pour éviter de se retrouver en dessous du SMIC. Et puis, il y a un deuxième sujet concernant ce point précis, puisque la CSG-CRDS, qui normalement est au taux de 6,70%, peut être appliquée à taux réduit pour certains salariés qui ont un revenu fiscal de référence qui est inférieur à un plafond. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'on va avoir quelques sujets dans le cadre de la
l'émission des bulletins de paie, puisqu'aujourd'hui, rien ne nous est précisé sur la manière dont on connaît ce revenu fiscal de référence, et on va peut-être avoir des manipulations à faire et des mises à jour. Bon, tout ça est soumis peut-être à l'ordonnance ou à la circulaire qui devrait arriver d'ici demain, nous l'espérons. Deuxième point de vigilance sur ce régime social, le complément de l'employeur qui doit être versé au-delà des 70%. Ce complément employeur, selon une circulaire de 2013, suit le même régime que l'indemnité d'activité partielle, sauf que les URSSAF, dans le cadre d'affaires ultérieures et de contrôles ultérieurs, ont pu redresser certaines entreprises et considérer que cette indemnité complémentaire ne pouvait pas suivre ce même régime. Donc, on attend vraiment de la part du gouvernement, on a alerté le ministre du Travail sur ces points-là, et on attend vraiment des précisions là-dessus pour essayer de limiter autant que faire se peut, d'une part les contrôles, mais aussi les redressements ultérieurs, vu qu'on a un nombre quand même de cotisants là qui vont avoir recours à ce dispositif. Je vais faire un point rapide sur le remboursement de l'employeur, mais ça, vous l'avez certainement vu dans les médias. On a un remboursement qui a été augmenté par rapport au dispositif précédent et qui maintenant est versé dans la limite d'un plafond égal à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Alors, juste dernier point sur cette slide du remboursement de l'employeur, pour vous dire que nous avons certains de nos clients qui ont décidé de compléter à leur charge le minimum à verser à leurs salariés. Alors ça, c'est un dispositif que vous pouvez aussi mettre en place, hein, qui est autorisé tout à fait, pour essayer de limiter ou annuler les pertes financières de leurs collaborateurs. Donc, voilà, si c'est possible de le faire, en tout cas, sachez que c'est envisagé par certaines entreprises et possible. Alors, en pratique, la procédure à suivre pour bénéficier du dispositif. Vous l'avez vu, il va falloir que vous rentriez sur une plateforme qui est dédiée à l'activité partielle. Mais que vous fassiez également la réalisation de certaines formalités. Donc, il va falloir que vous informiez vos salariés et que vous fassiez une information-consultation du CSE. Information-consultation classique. Dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à la crise actuelle, les démarches restent les mêmes, mais on a un caractère préalable qui a été assoupli avec des délais qui ont été relativement modifiés. Notre conseil pour faire en sorte que la demande soit acceptée, bien motivée, c'est qu'il va falloir que vous prépariez votre dossier en amont. On a peu de précisions, c'est pas du tout cadré et c'est assez stressant pour les entreprises finalement d'avoir un manque de précision comme ça sur ce qu'on doit mettre dans notre dossier et dans notre demande. On a aussi eu, et vous l'avez eu également, des échos de refus de certaines demandes qui font un petit peu peur. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que la demande doit être préparée avec sérieux, et si vous faites votre dossier avec sérieux et que vous avez un vrai dossier, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Aujourd'hui, on est quand même dans une logique où le gouvernement va essayer de limiter au maximum les impacts de la crise sur les entreprises et essayer de relancer l'activité au mieux. Notre conseil, c'est donc à la date de la demande d'avoir vraiment un dossier en amont, donc recueillir tous les justificatifs possibles de votre réduction d'activité. Attention, on ne fait pas de préventif dans le cadre d'une demande d'activité partielle. Il faut qu'à la date de votre demande, vous ayez déjà ou des difficultés ou vous ayez été contraint de fermer. Vous allez vous allez rédiger une note d'information. Nous l'avons préparée avec certains de nos clients. Il faut que vous expliquiez votre activité, que vous donniez des éléments pour que la personne qui va relire votre dossier comprenne quelle est votre activité, quels sont les impacts de la crise actuelle, éventuellement des chiffres, des exemples, des emails que vous auriez pu recevoir de contractants, etc. Vous allez également expliquer de manière relativement light, mais vous pouvez le faire, les catégories de salariés qui sont impactées dans l'entreprise et quelle est l'organisation
au global que vous avez envisagé de mettre en place. Vous allez ensuite calculer le nombre prévisionnel d'heures indemnisables et la durée de la demande, en sachant que les directs préconisent de demander une durée d'activité partielle au moins jusqu'au 30 juin 2020 pour éviter de faire des avenants. Vous allez ensuite demander votre autorisation sur la plateforme. 3 étapes. Première étape, l'inscription pour obtenir des codes. Sachez sur ce point que l'administration prévoit un délai de 48 heures pour obtenir les codes. Aujourd'hui, on est plutôt à 1 semaine. Hein, donc, pas de panique si vous ne les avez pas tout de suite au bout de 48 heures. Ça arrive. Étape 2, on réalise notre demande. La demande est relativement facile. Vous allez voir, c'est un formulaire. Vous avez des cases à cocher. Rien de bien compliqué. Il faut juste bien préciser coronavirus pour rentrer dans les cases du nouveau décret. Et étape 3, vous avez une réponse de l'administration. Le décret de ce jour prévoit que l'absence de réponse sous 48 heures est considérée comme une acceptation. Donc, on a vraiment un assouplissement des délais et surtout, on essaie d'activer un petit peu tout le dispositif qui était un petit peu plus lourd au préalable. Je n'ai pas précisé, mais vous l'aviez peut-être vu, que vous avez 30 jours pour réaliser votre demande dès que vous avez mis en place le dispositif. Donc, la demande n'est plus obligatoirement préalable à la mise en œuvre du dispositif. Et de la même manière, le CSE, désormais, peut être informé et consulté dans les 2 mois de la demande. Si vous n'avez pas eu le temps de consulter votre CSE, ce n'est pas grave. Je conseillerais quand même, de manière pratique, d'avoir convoqué et d'avoir envoyé la note d'information dans le cadre de la demande pour pouvoir l'intégrer à la demande et montrer à l'administration que vous avez fait les choses dans les règles de l'art. Dernier point également, il faut que vous fassiez une demande établissement par établissement. On avait envisagé à un moment donné de pouvoir faire des demandes au global, au niveau de l'entreprise, sauf que le dispositif, le logiciel ne fonctionne pas. Et il faut vraiment faire SIRET par SIRET. Donc, c'est un petit peu fastidieux pour les grosses entreprises, mais on n'a pas encore d'autres possibilités. Sur la mise en œuvre du dispositif de manière pratique, quelques points de vigilance également. Quand vous faites des réductions d'horaires, vous allez donc avoir des salariés qui vont travailler, qui vont continuer à travailler de manière partielle. Cette réduction, elle doit viser un collectif de salariés. Sachez que vous ne devez pas viser un seul salarié de manière individuelle dans une équipe qui subirait une réduction d'activité. Vous risquez d'être considéré comme ayant mis en place un traitement discriminatoire et, comme vous le savez, c'est sanctionné par un certain nombre de sanctions que vous connaissez. Vous pouvez, dans le cadre du dispositif, néanmoins, avoir une organisation relativement souple, puisque vous pouvez aménager le temps de travail en organisant un roulement par équipe, un roulement par salarié également. L'idée étant d'essayer d'harmoniser et de faire vraiment quelque chose de collectif et d'objectif. J'ai entendu par certains de mes clients l'idée de transférer des salariés d'un service à un autre, de moins donner de travail à une personne parce qu'elle est moins efficace et puis comme ça, on va la mettre en activité partielle. Non, ce sont vraiment des réactions à proscrire puisqu'il faut essayer d'équilibrer la charge dans le cadre des réductions d'horaires pour vraiment éviter de vous retrouver avec des sujets de discrimination au sortir de cette période d'activité partielle. Les derniers points sur lesquels j'interviens, dernier point de vigilance, vous pouvez tout à fait panacher, vous pouvez avoir des services qui sont à l'arrêt total et des services qui sont en réduction d'horaire, aucun problème. Dans ce cadre, vous devrez demander une activité partielle pour réduction d'horaire et non pas pour fermeture. Ça, c'est important. Vous demanderez une réduction d'horaire à 100% pour les services qui sont à l'arrêt et un pourcentage un peu moindre pour les services qui continuent de fonctionner. Comment on calcule le nombre d'heures indemnisables? Ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre, puisqu'effectivement, le nombre d'heures indemnisables doit être calculé dans le cadre de la demande. Sachez que la directe préconise de réaliser une demande sur 100%, c'est-à-dire 35 heures par salarié. En pratique, et pour être cohérent aussi avec votre activité,
je préconiserais quand même, si vous avez des services qui continuent de fonctionner, eh bien d'essayer d'ajuster au mieux pour mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir une autorisation de la directe. De la même manière, vous allez devoir anticiper sur les salariés qui vont être éligibles au dispositif. Les recommandations de la directe vont être de prendre tous les salariés qui peuvent être concernés par le dispositif pour éviter de refaire des avenants en réalité. Les salariés en arrêt maladie, eux, ne vont pas être placés en activité partielle et les salariés en congé, eux, non plus. C'est-à-dire qu'ils seront en cas de suspension du contrat. Attention toutefois, pour les salariés en arrêt maladie, on attend des dispositions précises également sur ce point. Les derniers textes que nous avions, un arrêt de 1987 et la circulaire DGEFP qui nous indique qu'il faut maintenir le salaire calculé sur la base du taux horaire réduit pour les salariés qui seraient en arrêt maladie pendant une période d'activité partielle. Enfin, les salariés protégés, puisque si vous en avez, ils répondent à un régime un peu particulier. Comme vous le savez, il faudra obtenir leur accord préalable au préalable, c'est-à-dire leur adresser une note sur laquelle ils devront répondre expressément par leur accord pour les placer en activité partielle. En cas de refus, on en revient au dispositif habituel, c'est-à-dire soit vous actez du refus, mais vous laissez la situation comme elle est, et vous devrez leur rémunérer à 100% leur salaire comme habituellement, soit vous envisagez une demande de licenciement, demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail. Et cette demande devra donc être faite pour le motif qui prévalait à la proposition de modification des conditions de travail du salarié protégé, c'est-à-dire motif économique. Je crois que j'ai fait le tour sur cette partie un petit peu juridique. J'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à nous en poser dans le cadre des échanges questions-réponses, avec évidemment des points un peu particuliers, peut-être aussi essayer de faire une analyse un peu anticipatrice de la fin de la période. Voilà, c'est juste mon point également. Excuse-moi, et je laisse Anne, la parole à Nina. Je suis enfin connectée. Alors bonjour à tous. Déjà, j'ai fait les frais du télétravail généralisé avec un problème de connectivité au niveau du webinar. Donc désolée à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien à présent. Je me permets, avant de passer à la deuxième partie, Anne, si tu le permets, il y a eu des questions qui ont été posées en amont, et le but, c'est quand même de ce webinaire aussi, c'est aussi d'évacuer un peu les doutes des personnes présentes. Du coup, je vais me permettre de te poser les questions, les trois premières questions qui ont été votées, et je te laisserai répondre pendant ma partie par écrit pour les suivantes, afin que toutes les questions soient répondues à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions également. Anne les prendra par écrit en même temps. Avec plaisir. Alors, la première question qui a été posée, c'est si je comprends bien, l'activité partielle minore les RTT au prorata. Non. C'est jours de repos supplémentaires pas impactés. JRTT, on minore en fonction de ce qui n'est pas travaillé, effectivement. Ok. Parfait, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La deuxième question, c'est quelle période doit être prise en compte, comme les CP de juin à mai ou uniquement les mois précédents? Alors, il faudrait repréciser un peu la question, Maud Guettier. Je vais juste revérifier parce que… Il n'y a pas de souci, si vous pouvez préciser éventuellement le cas d'usage afin que Anne puisse répondre plus correctement à la question plus précisément. La troisième question, qu'en est-il en général pour les sièges sociaux qui ferment leur établissement? Les sièges sociaux sont-ils aussi en activité partielle? Alors, si on a des établissements distincts, il faut faire des demandes d'activité partielle uniquement pour ces établissements distincts. Si les sièges sociaux continuent de fonctionner, si ils ont un numéro de SIRET, il n'y a pas de demande à faire pour eux. Donc, c'est vraiment, si on n'a qu'un établissement, et même, alors, si ce n'est pas un établissement distinct au sens droit des sociétés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de SIRET, dans ces cas-là, on fait une demande
au nom de l'entreprise et on indique à la directe on demande une activité partielle pour fermeture d'un établissement, mais sans fermeture et enfin on continue à travailler pour les sièges sociaux. Donc, il y a un dispositif d'activité partielle qui est mis en place dans l'entreprise au global, mais qui ne concerne pas forcément les salariés du siège. J'espère avoir bien répondu. Ok, Anne, du coup, je vais entamer la partie. Je te laisse répondre par écrit aux Oui, questions, comme ça les oui, personnes peuvent avoir les réponses à leurs questions. oui. Et également, ne vous inquiétez pas, la présentation que vous voyez à l'écran vous sera envoyée à tous afin que vous gardiez un support par la suite. Et je laisse Anne répondre par écrit, comme ça vous aurez la réponse à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. Du coup, je vais enchaîner sur la partie du maintien de l'activité d'un point de vue purement opérationnel et aussi managérial. La manière dont on a, disons, essayé de structurer cette partie-là, on a essayé de recenser les questions qu'aujourd'hui on pouvait rencontrer au sein, que ça soit de CEO de start-up ou de dirigeants de PME ou de CODIR ou de COMEX de grands comptes. Donc, ça a été voilà, des questions qui se sont posées par rapport au maintien de l'activité, à la manière dont on allait gérer finalement les collaborateurs dans ce temps de crise par rapport à l'arrêt de l'activité pour certains. La première question qui nous a été posée a été: quel rôle pour les fonctions RH et dirigeantes dans cette période? Alors évidemment, le rôle des fonctions RH et dirigeantes, en général, évidemment d'axer sur la prévention et l'organisation. En temps de crise, ça se révèle d'autant plus puisqu'il y a un vrai besoin, finalement de gestion de cette transition, avec aussi bien un accompagnement, des collaborateurs. Alors certains ont mis en place des hotlines, certains ont mis en place des audits, RPS, des suivis, d'autres des mesures de prévention et de protection pour les salariés qui sont encore en poste. D'autres nous ont demandé des sondages. En effet, pour les personnes qui ont été mises en activité partielle à moins de 100% pendant leurs heures de travail, hein, de manière à maintenir le lien avec ces salariés. D'autres nous ont demandé de préparer des sondages pour la reprise et l'intégration de ces salariés-là dans cette gestion de transition. Et dans le maintien des liens entre équipes, bah, évidemment, s'il y a une partie qui est en activité partielle, l'autre qui reste, il y a forcément un impact aussi à gérer au niveau des populations qui restent, d'un point de vue moral, d'un point de vue également constitution de l'équipe et aussi sur la partie à distance, puisque beaucoup des métiers qu'on rencontre aujourd'hui, qui peuvent s'exercer en télétravail, mais qui n'ont pas l'habitude de l'exercer aujourd'hui. Et le troisième pilier a été vraiment la réponse aux besoins des collaborateurs. Alors aussi bien en termes d'équipement, en termes d'outils. Alors beaucoup ont mis en place des outils collaboratifs ou en réalité ils les avaient, hein. La plupart en avaient déjà en interne, mais n'étaient pas forcément utilisés puisque ça a accéléré d'une certaine manière cette transformation aux outils, puisque là, nous n'avons pas le choix. Donc voilà, donc ça a été vraiment de l'accompagnement dans de la formation de ces personnes-là à certains outils, dans la mise en place. Donc nous, aujourd'hui, on met en place aussi des mesures de suivi sur la perception, finalement, parce qu'on se retrouve à avoir également des remarques des équipes dirigeantes en disant: «On n'arrive pas à avoir le feedback au bon moment», un peu une sorte de récapitulatif et de reporting à la fin de la semaine pour comprendre la perception des gens, comprendre comment les gens se sentent, comprendre quels sont les besoins pour arriver à optimiser la productivité finalement à distance. Donc ça a été aussi cet objectif qui nous a poussé justement à mettre en place ce genre de solution. La question numéro 2 était: quel rôle les managers doivent-ils avoir dans cette période de crise? Alors évidemment, depuis déjà quelques années, on parle de la responsabilisation des managers au global par rapport à leurs équipes et du fait que ce n'est pas seulement les fonctions RH qui doivent se responsabiliser quant à finalement l'engagement de leurs équipes et le suivi. Là, d'autant plus parce que les managers d'équipe, évidemment, n'ont pas
n'ont pas de proximité finalement avec les équipes et donc se retrouvent un petit peu on a vu pas mal de pièges ces derniers temps, c'est en call toute la journée, mettre des calls toutes les heures pour voir est-ce que les équipes font bien les choses et ben, du coup, ça fait qu'il y a très peu de temps pour travailler. Donc il y a besoin de maintenir en effet une info qui est régulière auprès des collaborateurs, mais avec un procédé qui permet aussi de laisser du temps aux équipes de se concentrer, de travailler et de ne pas être, je dirais, sous l'eau en termes d'information. Au niveau de l'information régulière, on suggère aujourd'hui à nos clients d'être très transparents sur les impacts de la crise sur l'activité. Alors ça peut être transparent sur les impacts ou tout simplement transparent sur le manque de visibilité post-épidémie ou de reprise. Parce que les gens ont besoin dans ce moment-là de transparence, mais en même temps, et c'est un petit peu le jeu, c'est qu'il y a besoin de les rassurer aussi d'une certaine manière, que malgré tout, oui, c'est un impact négatif, on ne va pas le cacher. En revanche, on met tout en place, tout ce qui nous est possible de faire et inimaginable pour pouvoir minimiser l'impact sur la pérennité de l'entreprise. Et alors là, rassurer sur les mesures, une des mesures est en effet l'activité partielle, parce qu'elle n'est pas faite seulement dans un esprit de réduction des coûts à court terme, mais aussi dans un esprit de suspension pour réintégrer ces populations demain et leur permettre de pouvoir réintégrer leur poste demain et permettre une reprise de l'activité demain. Une explication assez claire sur Anne en parlait aussi du critère un peu discriminatoire à faire attention dans la partie de l'activité partielle, mais une explication assez claire des raisons qui ont poussé justement l'entreprise à recourir à cette activité partielle pour ne pas se sentir un petit peu stigmatisé par rapport à d'autres personnes qui resteraient, pour les gens qui n'auraient pas recours à 100% de fermeture. Et également un support émotionnel pour anticiper les risques, je dirais psychosociaux des populations qui sont encore en poste, mais aussi au retour des personnes à intégrer. Donc par rapport à la réintégration, nous ce qu'on a vu avec certains de nos clients aujourd'hui, c'est qu'il fallait justement arriver à mesurer l'impact de l'activité partielle sur le sentiment d'insécurité de l'emploi, parce que les personnes qui vont revenir, il y aura ce sentiment-là. L'impact sur l'engagement aussi, pour arriver à maintenir la productivité au retour, au moment de la reprise, et sur les personnes qui restent aujourd'hui. Également l'impact sur le sentiment d'isolement, parce que finalement, au-delà d'un télétravail généralisé, on est tout de même en train de vivre un confinement. Donc certains plus chanceux que d'autres avec une parcelle de jardin ou pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'isolement par rapport aux équipes, par rapport à un milieu social. Et donc, ça va être aussi à gérer au retour et à la reprise. Et la perception finalement de la réintégration et des relations entre collègues en termes de mesures et de sondages. La question numéro 3, je vais passer assez rapidement dans le cadre de ce maintien de l'activité. Tout l'enjeu, en fait, finalement, même de la crise au global, mais aussi de nos organisations aujourd'hui. Il y a une partie qui a réussi, entre guillemets, à s'adapter ou qui a les possibilités, en réalité, de pouvoir s'adapter avec une nouvelle organisation. Donc là, il y a tout un pan qui va s'adapter à des nouvelles formes de travail, à une manière de procéder dans sa chaîne opérationnelle différente, à une digitalisation de certaines tâches. Il y a tout un autre pan qui a dû arrêter réellement son activité et qui va devoir penser à demain, améliorer son plan de continuité d'activité pour des activités qui ont stoppé aujourd'hui, dans le futur. Et pour les activités qui perdurent, il va falloir, il n'y aura pas de plan parfait. Aujourd'hui, il faut savoir que 12% seulement des sociétés, quand on est passé en stade 2, étaient prêtes à passer en stade 3 en termes d'organisation. Donc, évidemment, à l'échelle de la France, ça fait très peu. Donc là, l'idée, c'est justement de sensibiliser les entreprises à anticiper la reprise et de ne pas arriver dans 3 mois avec toutes ces problématiques qui n'ont pas été anticipées, ces plans de continuité qui n'ont pas été améliorés et cette chaîne finalement de supply chain aussi pour certaines industries qui n'ont pas été repensées.
Donc tout l'enjeu, finalement va être, en effet l'adaptation de cette organisation et surtout pour les fonctions RH, ça va être d'accompagner les salariés, dans l'adaptation au télétravail généralisé, dans l'adaptation aussi, des fonctions opérationnelles, dans la manière de repenser, c'est les failles du dispositif, de faire une liste, de toutes les tâches et processus de sa chaîne opérationnelle, qui ne pouvaient pas être réalisées à distance, afin de les digitaliser. Je pense notamment aux services achats. Beaucoup de services achats fonctionnaient encore en papier. Avec des envois postaux, évidemment, ça a été un vrai passage, je dirais, au digital pour pas mal de services. Donc, ça va être l'occasion, en tout cas, de repenser toute cette chaîne. La relation client aussi, à distance, de manière à pouvoir repenser cette partie-là qui est assez cruciale pour certaines industries. Et sur la partie d'adaptation au télétravail, ça va être vraiment d'arriver à mesurer la maturité du télétravail parce que vous allez vous retrouver dans une même société avec des maturités très différentes vis-à-vis du télétravail. Et ça va être l'enjeu un petit peu de pouvoir mesurer très rapidement la maturité de chacune des populations pour pouvoir les accompagner, l'une avec des formations à certains outils, l'autre avec des techniques et des formations d'organisation. L'autre éventuellement qui sont très matures, de pouvoir peut-être faire un retour d'expérience sur les populations qui le sont moins. Donc vous allez avoir un petit peu cette répartition dans vos populations qui va être assez essentielle dans l'accompagnement de l'organisation. Et d'une manière assez globale, il va y avoir une sorte de leadership assez empathique qui va devoir se développer, s'il ne s'est pas déjà développé, qui va être très important, parce que tout l'enjeu va être, dans un contexte de télétravail généralisé, d'un confinement, avec un isolement. Je dirais, les astronautes qui ont l'habitude d'être en confinement le disent très bien. Il faut vraiment arriver à avoir une routine, une organisation, mais aussi un sens commun avec un leader, un manager, des équipes dirigeantes qui remettent un peu le sens au centre de leur projet pour motiver des personnes à distance et booster cette productivité. Ça va être essentiel aussi dans cette nouvelle organisation. Alors je vais vous parler, très rapidement pour le temps qui nous reste, sur les types d'informations à collecter. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a recensé, donc aujourd'hui, on est à plus de 3 millions de data collaborateurs. Sur le recensement de la data, on est aujourd'hui dans un contexte de crise, plutôt sur de la data qui va permettre d'être préventif et de miser sur la sécurité au niveau des collaborateurs. Et d'un autre côté, de la data qui va nous donner justement finalement des clés pour permettre des améliorations dans les systèmes, dans les processus, dans la manière de rassurer les clients, sur la partie alignement, stratégie et terrain. Donc, on va recenser des feedbacks, des besoins et on va mesurer une perception. Donc, pour arriver à ressentir quel est le moral un petit peu de tout le monde. Évidemment, une fois qu'on va avoir ce traitement de collecté, il faut traiter la data. Donc, nos algorithmes vont évidemment les analyser, mais derrière, ce qu'on suggère, c'est de refaire un questionnaire derrière avec une priorisation. Donc, vous avez eu, je ne sais pas, 5 problématiques qui sont remontées. Vous avez décidé de mettre en place 3 formations ou 3 actions. Vous laissez voter les gens sur les actions prioritaires. Comme ça, vous ne pouvez pas mettre tout en place et vous allez plus vite comme ça. Donc, vous faites un vote à la priorisation des actions à mettre en place pour être agile dans cette période où il va y avoir besoin justement de traitement et d'agilité. Sur les types d'informations à collecter, on a évidemment, nous, les besoins qu'on va mesurer, donc toute la partie quantitative qui va être vraiment, on va arriver à voir très rapidement entre une population qui est en télétravail, une population qui est en usine ou encore en poste, entre une population qui est réintégrée en activité partielle, la différence entre ces 3 populations vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis du moral, vis-à-vis du stress, vis-à-vis de la productivité et également les besoins qui sont recensés par l'analyse des verbatims qui vont vous permettre de recenser les thématiques qui reviennent auprès des différentes populations. Donc, ça va être la manière dont on va procéder. Et ce qu'on suggère, c'est d'avoir une récurrence dans les questionnaires de suivi pour pouvoir calculer les variations et détecter les signaux faibles.
Et les questions fermées vont être pour objectiver un peu cette perception. Et les questions ouvertes vont être plutôt pour recenser les besoins. Souvent, nous, aujourd'hui, on voit pas mal de besoins en termes de matériaux, d'équipements, d'outils. Et on se rend compte que même les outils qui sont demandés par certains collaborateurs sont déjà existants et contractés par l'entreprise, mais pas forcément communiqués. Donc, il y a beaucoup de problèmes de communication dans ce qu'on voit au niveau des besoins. Et les choix multiples au niveau des questionnaires vont vous permettre de prioriser justement les actions. Je vais passer rapidement à la dernière question par rapport à l'anticipation en revenant à l'activité partielle, un petit peu pour boucler cette partie-là. C'est vraiment comment est-ce que vous allez anticiper, parce que là, vous avez vu toute la partie administrative, le cadre légal à mettre en place dans la continuité. Donc, si un pic d'épidémie classiquement durerait entre 8 à 12 semaines selon le plan de continuité étatique. Donc, à partir de là, on se dit, OK, et la reprise, ça se passe comment? Donc, ça se passe comment pour ces populations en termes de productivité, en termes de réintégration? Comment est-ce que je peux arriver à rapidement les réintégrer dans mes équipes, les réintégrer au sein de mon activité pour que ça reparte, que la productivité ne soit pas faible et l'engagement faible à leur réintégration. Donc là, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir une mesure globale de l'impact de la crise déjà sur toutes vos populations. Segmentées, une qui serait activité partielle, l'autre en télétravail et l'autre qui serait en poste physique, usine, supermarché ou autre, dépendamment des activités des industries. De pouvoir mesurer l'engagement de toutes ces populations pour voir lesquelles sont plus en détresse que d'autres par rapport à cet impact-là. Dans un deuxième temps, concrètement, d'aller mesurer l'information qui a été donnée et l'information comprise au sein de ces 3 populations. Ça, c'est très important, j'insiste dessus, parce que l'alignement de l'information entre des populations différentes va être la clé pour pouvoir redémarrer rapidement au niveau de la reprise. Et donc, on va mesurer ce niveau d'information pour optimiser la communication interne et clarifier, remettre une couche sur la clarification pour avoir la bonne info au sein des 3 populations. Et enfin, la mise en place d'actions ciblées, parce que vous allez voir évidemment que sur les activités partielles réintégrées, vous n'aurez pas les mêmes préoccupations que celles qui sont restées en télétravail, que celles qui sont restées en poste, qui ont vécu peut-être des rotations par mesures de prévention. Donc, vous aurez justement des plans d'action par population qui vont vous permettre d'être plus efficace dans votre démarche. Et enfin, de prendre toutes ces analyses que vous aurez à l'issue des sondages et de collaborer avec les équipes de gestion du risque et financière et opération pour optimiser votre plan de continuité d'activité pour permettre justement de capitaliser finalement sur cet événement qui est certes dramatique, mais en tout cas qui va permettre de pouvoir voir où étaient les failles et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour optimiser les plans de continuité. Voilà. Alors je vais peut-être voir avec Anne si tu as le temps de répondre à toutes les questions. Anne, tu m'entends? Oui. Oui, oui, vous m'entendez? Tu m'entends, Leïla? Oui, je t'entends, Anne. Merci. Parfait. Je suis en cours de réponse. Il y avait pas mal de questions, donc là, je crois qu'on a éclusé quasiment toutes, mais je termine. Ouais. OK, parfait, parfait. Alors n'hésitez pas, aussi si, vous avez des questions, quant à la partie plus managériale ou quant à des, articles, quant à des tutos, des formations aussi qui vous permettraient de pouvoir, aider vos managers finalement à supporter les équipes qui sont en télétravail ou même à gérer et à anticiper la réintégration au niveau de votre chômage, partiel, votre activité partielle. D'autre part, les sociétés, au niveau des inscrits, les sociétés qui sont de moins de 1 500, je vous le rappelle à l'instant, sur toute la dernière partie par rapport à la mesure, afin de vous aider justement à pouvoir mettre en place une mesure
de morale, de perception, de stress, recenser les besoins au sein de vos différentes populations et anticiper la reprise aussi demain. Suite à l'activité partielle. N'hésitez pas on va vous le mettre dans la présentation avec un lien sur une landing page où vous pourrez accéder à un formulaire qui vous permettra d'accéder à la solution gratuite pour les moins de 1500 salariés, de manière à pouvoir vous accompagner dans l'épidémie gratuitement, parce qu'on est solidaire et du coup, on travaille avec le ministère du numérique en partenariat sur cette partie-là afin d'aider les entreprises justement pour vous aider à faire face finalement à toutes les demandes des collaborateurs et à toute cette adaptation à l'organisation. Alors, n'hésitez pas à souscrire pour que nos équipes puissent vous mettre à disposition la solution gratuite. Alors, un point de précision là-dessus. Nous, sur le site internet du cabinet, vous pourrez retrouver toutes les slides qu'on a échangées avec nos clients, qu'on a mis à disposition concernant toute une série de dispositifs, de nouveaux textes légaux. On va les alimenter là au fur et à mesure. Pendant les 15 jours qui viennent sur les ordonnances, etc. Donc, on essaie de mettre à jour également nos contenus et on les met sur notre site internet accessible à tous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site et vous avez nos coordonnées si vous avez des questions un peu plus particulières. Parfait. Et alors, ce que je vous propose aussi, si c'est possible, on va extraire en fait toutes les questions qui ont été posées avec les réponses de Anne qu'on mettra à la suite de la présentation. Comme ça, vous aurez également les réponses aux questions. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit vis-à-vis de réponses à vos questions, d'aide ou de support quant à vos équipes. Voilà, alors je ne sais pas si, alors est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Voilà. Oui, encore, j'en ai une dernière. Une ou deux, ouais, je pense, à l'oral et après. Oui, tu peux peut-être prendre les 2 dernières que tu n'as pas faites, Anne, à l'oral. Oui. Notamment, alors je vais regarder par rapport au vote. Hop, alors, est-ce qu'un salarié n'ayant pas de numéro de sécurité sociale? Oui, alors ça, celle-là, elle est un petit peu particulière. Donc, je pense que je ne pourrais pas y répondre comme ça. Je vais prendre la question et je reviendrai éventuellement vers la personne qui me l'a posée si elle veut m'envoyer son email parce que c'est un cas un peu particulier. On n'a pas encore réussi à voir. Ça, c'est pour la question, pour une des questions écrites. Et alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Pardon, concernant les CAE Scoop, comment regrouper les salariés oui, en CDI CESA qui sont seuls sur leur oui. activité? Alors là, c'est pareil, on va les regarder un petit peu plus de manière approfondie. Donc, j'invite les 2 personnes à qui je n'ai pas répondu à m'écrire. On essaiera de répondre à leurs questions parce que c'est vraiment très, très particulier. Ça concerne peu de cas. Donc, voilà, on fera ça en direct. J'ai laissé l'adresse contact du cabinet Axel Avocat sur la partie chat si vous voulez écrire à Anne. Oui, et pour mon adresse email en direct, anne.lele@axel-avocat.com. Voilà, anne.lele. C'est tout ce que vous avez à retenir, mais vous pouvez nous contacter via notre site internet si vous souhaitez. OK, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie, tous, de votre présence au webinar. On vous envoie la présentation avec la réponse aux questions. Anne se tient à disposition si, pour les personnes qui n'ont pas eu leur réponse sur le chat pour, faire la continuité par rapport au cas, spécifique. Et on vous enverra également le lien, pour, toutes les sociétés, concernés qui seraient intéressés de manière à pouvoir les soutenir dans cette épreuve avec nos experts, je rappelle, en psychologie du travail et en conduite du changement en interne chez Supermood. Merci beaucoup à tous. Merci, À bientôt. à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.